Voilà, bonjour à tous, à toutes. Voilà, peut-être vous m'avez écouté avant dans les autres conférences que j'ai fait. Je m'appelle Juan Casares Lopez, originaire de la ville de Mexico. Voilà, guide conférencier au Mexique, guide conférencier ici et guide du Musée national d'anthropologie dans ma ville d'origine à Mexico, au Mexique. Aujourd'hui, je vais parler des civilisations précolombiennes mexicaines, les principales, bien évidemment, les cultures de Mésoamérique, qui se sont développées pendant trois périodes, qu'on les appelle préclassiques, classiques et post-classiques, comme vous voyez dans cette diapositive. Hein, les différents noms de cultures précolombiennes, en commençant par les Olmèques, Teotihuacans, Zapotèques, Totonacs, Mayas, Huastèques, Mixtèques, Mayas de nouveau, hein, selon la période, Tarasque, Toltèque, Aztèque ou Mexique. Hein. Mais tout commence à partir de l'origine de l'homme préhistorique. Nous, les latinos, hein, que nous habitons sur le continent américain. L'origine de l'homme américain. Tout commence à partir de ces études des années 40, 50, 60, 70, par les différents chercheurs internationaux intéressés pour découvrir et connaître l'origine de l'homme américain. On a bien compris qu'il y a eu une période de glaciation entre 65 000 et 30 000 ans avant notre ère, une période dans laquelle il y a eu des migrations de l'homme asiatique en partant par la Sibérie, l'homme Homo sapiens sapiens, Pithecanthropus erectus, qui suivait les mammouths pour chasser les animaux, il suivait les animaux pour pouvoir obtenir la viande pour la subsistance. On a la preuve de l'existence des animaux préhistoriques sur les continents. Et cette étroite de Bering, c'est l'hypothèse plus logique, bien qu'il y a d'autres, en venant de la partie sud-est de l'Asie ou de l'Australie pour arriver en Amérique du Sud. Mais la plus importante pour nous, pour expliquer le peuplement de l'homme américain sur le continent, c'est la théorie de Bering que je viens d'expliquer dans le moment que les océans se sont congelés et les niveaux de la mer dans cet étroit de Bering avec une profondeur de 40 mètres de profond maximum et quelques kilomètres, hein, et des distances entre les deux continents, le pas d'accès est réalisé par l'homme préhistorique. Voilà, cette peinture à la fresque que nous avons au Musée national d'anthropologie nous montre la quantité d'importantes riches d'animaux comme le grand ours, les bisons, les mammouths, les chevaux, les chameaux, les tatus, les fourmiliers, les jaguars, les loups, etc. On a la preuve parce que dans l'archéologie, l'anthropologie, la ostéologie, nous avons récupéré des ossements de l'existence de ces animaux préhistoriques qui sont disparus à travers du temps à cause de l'éclatement des volcans et les gaz produits par les volcans toxiques à éliminer tous ces types d'animaux. L'homme préhistorique commençait à se disperser sur les continents, utilisant les techniques très précaires, la percussion pour obtenir des pointes de projectiles et pour faire des lances, des lance-pierres, bien évidemment, la découverte de feu, et la chasse, la pêche, la récolte sont importantes à l'époque. Ils commençaient à domestiquer au fur et à mesure ces animaux, hein, qu'ils chassaient, l'utilisation des fibres des palmiers pour faire de la bannerie et des choses utiles pour eux. On a la preuve. Ces peintures nous donnent une idée comment la vie nomade, la vie de l'homme préhistorique commençait sur les continents américains. Dans l'archéologie et l'anthropologie, on a récupéré pas mal des ossements, hein, grâce à la technologie du carbone 14 et des techniques sophistiquées. On peut dater l'existence
des animaux, hein, et dans différentes parties du continent américain, en particulier au nord du continent et en Amérique centrale, on a pas mal de vestiges, y compris le Mexique. Je montre quelques photos ici pour avoir une idée de l'importance des fouilles, hein, et l'existence de cet animal très important de la période de la préhistoire. Hein. L'art lithique ou l'art rupestre, comme nous l'appelons en anthropologie et en archéologie, est au Mexique. Cette technique de percussion pour obtenir des pointes de projectiles, des canifs, une variété riche de pierres, en particulier l'obsidienne et le silex pédernal. Ce sont des pierres qui appartiennent à la classification du basalte et d'autres pierres. Et la peinture à la fresque, qui sont, à la peinture rupestre, pardon, qui sont très importantes pour comprendre les premières manifestations artistiques et les premières manifestations religieuses et la pratique du chamanisme, les silhouettes que l'homme préhistorique a pu représenter avec des dessins d'animaux, et de cerfs, des mammouths, etc., pour eux étaient très, très importants dans le concept, le point de vue de l'histoire de la religion. Hein. On a plusieurs exemples. La partie plus riche et plus conservée et se trouve dans le côté du Pacifique, du côté nord-ouest du territoire mexicain, dans la Basse-Californie, où nous avons des exemples magnifiques de ces dessins réalisés par l'artiste de l'époque préhistorique, comme vous le voyez là dans ces photos. Les ossements de la vallée de Mexico, comme l'homme de Tepexpan, qui date de 12 000 à 10 000 ans avant notre ère, nous le voyons ici, et avec ces photos, tout accumulé. Hein. On a plusieurs exemples à l'intérieur de la vallée de Mexico, aux alentours, parce que la vallée de Mexico est entourée par des montagnes qui s'élèvent à plus de 50 000 mètres de haut. Déjà, la vallée de Mexico est située à 2240 mètres d'altitude. Voilà l'archéologue et anthropologue, ostéologue sur la gauche qui est en train de récupérer et minutieusement les restes de l'homme préhistorique avec la photo d'une maquette en bas et qui montre la taille de mammouth. Et certains hommes se faisaient écraser par les poids ou l'agression de l'animal, mais l'homme avait besoin de chasser cet animal pour survivre. On a la preuve, et les crânes que nous avons sur la droite de l'homme préhistorique dans la vallée de Mexico. Juste dans le moment de la découverte de l'agriculture entre 7000, 5000, 2500 avant Jésus-Christ, l'homme préhistorique qui avait pratiqué la chasse basiquement pour survivre, la cueillette de produits sauvages dans les régions montagneuses, dans la forêt, etc., va changer totalement son organisation sociale, ses croyances religieuses, son habitat, sa vie va changer totalement juste après la découverte de l'agriculture, en particulier du maïs. Le maïs était très minuscule, qu'on appelle théocincle. Je montre ici quelques photos de la taille du maïs minuscule, à différence des épis du maïs que nous connaissons aujourd'hui. Rien à voir. On a plusieurs exemples dans le territoire mexicain et où les archéologues ont pu récupérer ces tailles de maïs préhistorique. Et grâce à l'agriculture, grâce à la domestication du maïs, et à côté haricots, avocats, chili, le piment et d'autres produits, l'homme change totalement la vie et on parle de la transition du nomadisme à la sédentarisation. Et l'homme décide de s'installer près des lacs, rivières, lagunes, sur les côtes du Pacifique, les côtes des Caraïbes, les côtes de l'Atlantique, pour représenter des groupes d'agriculteurs. Et les agriculteurs, à cette époque-là, l'homme sédentaire
commencent à s'organiser totalement d'une façon différente, avec des niveaux sociaux, une organisation dirigée par un représentant du pouvoir, d'où nous savons que notre origine est 100% prouvée d'origine asiatique. Et voilà, nous avons ici le début des civilisations précolombiennes, mexicaines, mésoaméricaines, qui se sont développées pendant 3 périodes. La période préclassique qui date de 2500 à 200 ans avant Jésus-Christ, une époque dans laquelle le chef du gouvernement était représenté par des dirigeants chamans, la période classique de 200 ans avant Jésus-Christ jusqu'à 800 ans après Jésus-Christ, dirigée par des prêtres, et la période classique de 800 à 1521 de notre ère, dirigée par un groupe de guerriers. C'est une périodification, une classification officielle importante de l'évolution des civilisations. Sur cette carte, les cultures mésoamériques principales de ces 3 périodes que je viens de citer, comme les Olmèques, les Zapotèques, et les Teotihuacanos, les Mayas, les Mexicas ou Aztèques, Toltèques, etc., dans ce vaste territoire de Mésoamérique, composé par 7 pays de l'Amérique latine et l'Amérique centrale, la plupart du Mexique, Belize, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, hein, où les civilisations précolombiennes se sont développées dans ces 3 périodes, dans 5 régions. Hein, on parle de l'Occident du pays, hein, on parle de la région de Oaxaca, on parle du plateau central Mexique et ses alentours, on parle de la côte du Golfe du Mexique, la région plus étroite appelée l'isthme de Tehuantepec, et la région Maya dans le sud-est du territoire mexicain jusqu'à l'Amérique centrale. Et tout commence avec la culture olmèque. La culture olmèque qui est à partir du 10e millénaire avant notre ère, avec ces 3 capitales que je montre ici dans cette photo, et comme San Lorenzo, et La Venta et Tres Zapotes, avec la première, deuxième, troisième capitale. Et c'est eux qui ont commencé avec une organisation politique, religieuse, économique, avec des connaissances d'astronomie, architecture, mathématiques, système numérique et calendrier, etc. Cette grande tâche de la côte du Golfe du Mexique, à l'est du pays, du côté de l'Atlantique, entre les États de Tabasco et Veracruz, où ils se sont développés. Au moins une cinquantaine de cités occupées, fondées par les Olmèques. Et les Olmèques sont arrivés à diffuser leur culture sur le reste de l'ensemble de la Mésoamérique. C'est pour cela que les autres groupes sédentaires contemporains aux Aztèques avaient compris, avaient appris l'influence des Olmèques. C'est pour cela qu'on les considère comme la culture mère des habitants de la région de Caoutchouc. Les pyramides commencent avec eux, associées avec le culte du soleil, de la lune, avec une orientation astronomique comme la Venta, deuxième capitale des Olmèques, qui date de 900 à 300 ans avant Jésus-Christ, sur la côte du Golfe du Mexique, dans l'état de Tabasco. Et la production de têtes énormes représentant le chef du gouvernement, les souverains, Olmèques, uniquement la tête, ou des stèles avec des personnages debout, représentant le pouvoir, certains représentés par un ancêtre de commandement. C'est eux qui commencent à faire des élévations associant ces pyramides avec la montagne sacrée, associée avec la mythologie, parce qu'ils avaient accepté cette idée de la religion, que les dieux se sont réunis pour créer l'humanité et que les dieux se battaient dans l'univers. Et il fallait faire quelque chose dans les croyances. C'est les Olmèques qui ont commencé à construire des bâtiments très élevés. Au niveau de la sculpture, au niveau des bijoux, au niveau des croyances, au niveau des masques funéraires, les traditions ont commencé parce qu'ils avaient l'habitude d'enterrer des offrandes à côté du corps du défunt. Les concepts de la vie et la mort commençaient avec les Olmèques. Les Olmèques qui commençaient à faire une modification crânienne faciale
La pratique de l'estravisme a été diffusée sur l'ensemble de la Mésoamérique et les autres groupes l'ont accepté. Et la taille de la pierre en obsidienne, en basalte, en jade, jadéite, et tous ont compris l'importance de cette influence olmèque. Au plateau central, Mexico et ses alentours. À 50 km au nord-est de la ville de Mexico, nous avons un site archéologique qu'on appelle Teotihuacan. Jusqu'aujourd'hui, nous ne connaissons pas vraiment scientifiquement, officiellement, archéologiquement, le vrai nom de cette cité. Le nom Teotihuacan, c'est un nom utilisé, imposé par les Aztèques à partir du 13e, 14e, 15e et 16e siècle. La ville des dieux, où les dieux se sont réunis pour créer le 5e ère cosmogonique. Voilà, les monuments sont construits par d'autres peuplades, d'autres personnes qui habitaient là à partir de 500 avant Jésus-Christ jusqu'à 800 après Jésus-Christ. C'est-à-dire que ces groupes qui s'installaient dans cette vallée située à 2000 mètres d'altitude, un petit plus bas que la vallée de Mexico, où nous voyons la pyramide de la Lune en premier sur la gauche, et au centre, on voit la pyramide du Soleil, avec 63 mètres de haut, la pyramide de la Lune, 45 mètres de haut, l'allée de procession, qu'on appelle l'allée de mort, pour les fêtes, les cérémonies, et le temple de l'agriculture, plus bas dans le sud. 3 kilomètres de longueur de cette avenue de procession et quelques monuments, plateformes utilisées pour s'installer les chefs d'autres groupes qui venaient de loin pour commercer, pour négocier et acheter des produits locaux de Teotihuacan. Teotihuacan a reçu, bien évidemment, l'influence des Olmèques à partir de la chute de la fin de la culture olmèque. Mais les Teotihuacans, caractérisés par l'activité agricole, ils ont taillé la pierre d'une manière extraordinaire avec la technique de la percussion pour créer cette sculpture qui pèse 30 tonnes en basalte. C'est la déesse de la pluie, l'agriculture appelée Chalchihuitli. C'est une femme parce qu'on voit la jupe, on voit ses sandales, on voit ses bijoux, sa coiffure, la divinité ancestrale, le feu, le plus ancien, parce que la divinité appelée Huehueteotl, représentée par un homme âgé avec ses rides, accroupi assis de cette façon, avec un encensoir pour brûler l'encens à l'intérieur, associé avec les marnes, les laves d'un volcan, parce que le soleil et le marne du volcan étaient très associés. Il pensait que la réaction, l'éruption d'un volcan avec le marne était un message et une puissance, un pouvoir de l'étoile plus importante de l'univers, c'était le soleil. D'où les anciens Mexicains de Teotihuacan et d'autres régions commençaient à pratiquer le jeu de la balle comme les Olmèques avaient appris les autres groupes, les joueurs de Teotihuacan, habillés, costumés avec ces morceaux de bois, avec des disques solaires en bois qui s'utilisaient comme une espèce de raquette pour taper la balle en caoutchouc. Les encensoirs en format de théâtre, comme vous voyez ici, avec des masques, avec les yeux de la divinité de la pluie, Tlaloc, et la divinité du soleil en même temps. La divinité, l'écorchement, pratiqué par les autochtones de Teotihuacan, parce qu'ils consommaient les drogues qu'ils obtenaient d'autres régions, parce que c'était grâce à l'exportation, l'importation de produits, le commerce, et permettait à cette population d'obtenir tout. C'est une sculpture creuse en argile, habillée de cette façon, mais en même temps écorchée. Et cet écorchement était pratiqué pour représenter la période de l'hiver à la période de printemps et pour aller à la période de pluie. L'automne, c'est la période la plus importante d'arrosage et des parcelles. C'est-à-dire qu'ils se comportaient de cette façon. C'était une partie de la pratique du sacrifice humain, parce que les Olmèques avaient diffusé la pratique de la décapitation
comme manifestation du sacrifice humain. La deuxième partie, c'est dans l'époque théocratique classique, dans laquelle il pratiquait, il réajoutait l'écorchement de cette façon. Et les prêtres, les chamans de l'époque portaient la peau de cette victime sur le corps pendant une semaine, hein, et avec l'idée de participer dans les cérémonies religieuses. Et l'extraction du cœur était pratiquée comme sacrifice humain plus tardivement dans la période post-classique, surtout par les groupes militaires et en particulier par les Aztèques. Alors, les sculptures, la représentation de ces personnages, hein, avec la représentation de l'ombril, symbole de la fertilité associée avec la terre, et le symbole du disque solaire, parce qu'ils croyaient que le soleil mourait quand il s'est couché à l'ouest, d'où ils avaient besoin de nourrir le soleil pour donner la force et le maintenir vivant et maintenir le mouvement du cosmos avec la pratique de sacrifices d'animaux ou des humains aussi. Hein. C'est un disque fragmenté, mais de Teotihuacan est la tête de la mort du soleil et la renaissance. Le soleil devait renaître. Hein. Alors, les Teotihuacanos étaient une population très importante, hein, très organisée, très hiérarchisée, l'urbanisme important et surtout la division de la société, les quartiers qu'ils avaient, plein de personnes de la haute élite du nord, du sud, de l'est, de l'ouest du territoire de Mésoamérique habitaient là. Aujourd'hui, les archéologues, depuis une vingtaine d'années, qui commençaient à fouiller à l'intérieur des pyramides, sous la pyramide de la Lune et du Soleil, ils ont trouvé des grottes. Ils ont trouvé des offrandes, ils ont trouvé des squelettes, de la poterie, des bijoux. Alors, et ils ne connaissaient pas les métaux. Les métaux commençaient à apparaître à partir de 1000 ans de notre ère. Alors, aujourd'hui, les concepts commencent à changer. Que la pyramide de la Lune ne s'appelle pas la pyramide de la Lune. La pyramide du Soleil ne s'appelle pas la pyramide du Soleil. Ce sont des bâtiments associés avec l'agriculture. Mais au début, les archéologues ont utilisé ces concepts parce que les bâtiments, en fait, ils sont associés avec la position des astres et des constellations. Et en réalité, et la pyramide du Soleil est associée entre le mois de mai et le mois d'août. Il y a un alignement de la position du Soleil à l'est par rapport à la façade ouest que nous avons ici de ce côté. Et dans le solstice d'hiver, vers le 20, 21, 22 et décembre, la Lune se place du côté nord, derrière la pyramide de la Lune là. C'est la raison pour laquelle on appelle la pyramide du Soleil et de la Lune. Mais c'est par calcul astronomique qu'ils ont fait ça. Mais en réalité, les bâtiments étaient associés avec l'agriculture parce que l'agriculture était une activité très importante à cette époque-là. Ils avaient un contrôle important de l'agriculture qu'après, ils ont changé complètement d'avis. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ils se sont rendus compte que le commerce était plus important que l'activité agricole. Et ils ont décidé d'arrêter la production agricole. Ici, ils pratiquaient le minimum, mais ils importaient des produits d'alimentation d'autres régions. Mais c'était grâce au commerce. C'est pour cela que la société de Teotihuacan est devenue une société des coopératives, des groupes, des associés, des artisans, des ouvriers, des artistes. Et les artistes réalisaient une quantité importante de poteries, le pot, les jarres, les marmites, les assiettes. Comme on le voit ici, la qualité magnifique, le travail et le talent d'un artiste, soit en haut relief, bas relief, avec des peintures sur la surface, tripode, on l'appelle tripode, parce qu'il y a 3 pieds, soit en forme des papillons en forme cylindrique. Certains récipients sont couverts avec des couvercles, avec des motifs de divinités, têtes de divinités.
comme nous voyons ici, le masque de la divinité de la pluie, Tlaloc, caractérisé par ses grosses lunettes et ses dents très longues, hein, qui sortent de la bouche de la divinité, et les cosmogrammes, la technique de l'incision, la technique de pastillage, le modelé et la polychromie, vous voyez, et le cosmogramme que nous avons ici, la fameuse croix des Olmèques, associée avec les 5 points cardinaux, les 4 que nous connaissons, nord, sud, est et l'ouest, plus les centres, comme il le calculait comme ça, parce qu'il croyait qu'il dans l'univers existait 5 points cardinaux. Voilà, et nous voyons ici la qualité de la poterie qu'ils exportaient, et sur tous les territoires de Mésoamérique, nous avons les exemples de la même poterie. C'est-à-dire que le commerce est devenu une source économique importante de Teotihuacan. Voilà la pyramide de la Lune du côté nord et la vallée qui est entourée par des montagnes qui s'élèvent à 3000 mètres de haut. Et du côté nord-ouest, ici, en particulier, je montre avec le curseur, on a une partie des palais que je vais vous montrer tout de suite, qu'on appelle les temples de Quetzalcoatl, où les astronomes ou la haute élite habitaient, où ils ont réalisé énormément de cérémonies religieuses associées avec les cultes des divinités. Tous les oiseaux en général, l'aigle, le hibou, étaient associés avec le soleil. La construction des bâtiments superposés, les bâtiments construits avec des techniques calculées avec à la main d'or, s'utilisaient des instruments comme le fil à plomb, le polissoir, et les fils à plomb, hein, et la technique de percussion pour labrer la pierre et décorer les piliers, comme vous voyez là, qui soutenaient les toits, hein, des habitations. Et l'intérieur et l'extérieur des habitations étaient colorés et polychromés à travers du temps. Ces matériaux périssables sont disparus à travers du temps, vous voyez. Alors, c'est une couche de stuc, c'est le mélange d'eau, de miel, et avec la poudre de coquillage moulu aux pierres calcaires moulues pour appliquer une couche sur le mur humide et les minéraux qui étaient obtenus avant, préparés, dilués avec la graisse d'animaux, avec la sève des cactus, hein, et comme le cactus de figue de Barbarie, pour utiliser comme fixeur, pour arriver à colorer ces espaces intérieurs des habitations de la haute élite, où il y a des silhouettes de jaguar, symbole de la fertilité, symbole de l'agriculture, symbole de la divinité protectrice, hein? Bien que dans la vallée de Teotihuacan, il n'y avait pas de jaguar, mais ils avaient reçu l'influence depuis comme animal totémique puissant, c'est-à-dire qu'ils ont réutilisé la même mentalité, la même religion que le Solmec. Et les coquillages symbolent aussi de l'agriculture et la pluie, comme vous voyez là. Il y a d'autres habitations aussi de la haute élite de Teotihuacan. Hein. Vous savez que les anciens Mexicains avaient l'habitude de calculer des siècles de 50-200. Et chaque période de 50-200, ils ont construit une nouvelle pyramide sur l'ancienne pyramide pour célébrer la fin du siècle ancien et le début du nouveau siècle. Et quand ils ne voulaient pas faire une construction totale qui couvrait les 4 côtés de l'ancienne construction, ils réalisaient des adossements sur la façade est, sur la façade ouest, associée avec le côté de la position du coucher du soleil ou le lever du soleil. Les temples des coquillages à plumes, les plumes associées avec l'aigle, symbole du soleil, le coquillage associé avec la pluie, avec la mer, avec les rivières, associé avec l'agriculture, associé avec la pluie, comme vous voyez là. Et les fresques qui existent encore aujourd'hui, comme nous voyons ici, des perroquets, hein, ou des animaux, hein, qui étaient utilisés depuis l'époque des Olmèques, les fameux monstres Olmèques, l'association des plumes avec un reptile,
les crocodiles ou les félins, le jaguar. Hein, que c'est le dragon olmeco n'existait pas dans la nature. C'est une imagination, mais c'est un symbole important pour eux. Et c'est ça comment ils passaient le message par les symboles de cette observation de phénomènes. Et le phénomène du macro et microcosmos pour eux était la représentation du paradis, des dieux, où les dieux habitaient. Et il y avait énormément de dieux pour eux. Hein? Mais le principal était le soleil, bien évidemment. Les masques funéraires. Dans l'archéologie, au Mexique, on a trouvé des squelettes de Teotihuacan et de ce peuple et qui pratiquaient une déformation différente des Olmecas. Les Olmecas pratiquaient la déformation, cette modification du crâne après la naissance du bébé vers le haut de la tête, déformation tabulaire, comme la forme d'un melon ou un pastèque. Les Teotihuacanos ont changé d'avis. La mère avait l'habitude de placer les morceaux de bois, hein, des planchettes sur les côtés latéraux au niveau du temple, la tête, et obtenir une déformation crânienne triangulaire. Dans l'ostéologie, les squelettes sont déformés comme ça. Ils sont, par exemple, le peuple de Teotihuacan a refusé la pratique de l'estravisme. Les Mayas ont accepté l'estravisme, enseigné, diffusé, transmis par les Olmecs. Ici, non. Mais par contre, la production de masques en argile, en albâtre, en pierre serpentine, en jade, jadeite, albâtre et certains masques funéraires décorés avec des mosaïques de turquoise ou des coquillages utilisés sur le visage ou dans les yeux et l'obsidienne, la pierre volcanique hein, que nous avons ici. Dans les yeux des masques. L'allée de Teotihuacan, voilà des vues panoramiques magnifiques que vous voyez là, et la peinture est à la fresque avec la divinité de la pluie, avec ses mains, ses bras énormes, l'arbre de la vie, et il est en train de faire égoutter l'eau pour arroser les champs d'agriculture. Hein. Les habitations de ces palais où l'élite habitait étaient décorées de cette manière extraordinaire, avec des danses, avec des pratiques de jeux de la balle. Ils se sentaient bien. Hein. On imagine la beauté de la ville, colorée à l'époque, la puissance, surtout entre les 12e, 3e, 4e, 5e siècle de notre ère. Teotihuacan avait le contrôle économique, la pyramide du soleil. 1 million de mètres cubes de volume de terre et pierre, et une partie de piliers des habitations de palais près de la pyramide du soleil qu'on appelle, comme ça, il s'est reconnu, mais en réalité, c'est un temple dédié à l'agriculture. Et dans le sud de Teotihuacan, de 200 à 100 ans avant Jésus-Christ, les temples de Quetzalcóatl associés avec ces monstres de la terre, cette divinité de la pluie, cette dragon important que nous voyons ici, et surtout l'architecture, l'étalus et l'établi, que vous voyez. L'établi flanqué par une corniche supérieure et une corniche inférieure, où les sculptures, la tête de la divinité de la pluie avec le pied du maïs, le grain du maïs, et les Quetzalcóatl, les serpents à plumes de ces dragons, l'association entre le ciel et la terre. Et ils sont décorés, tout ça. C'est la pluie dans le ciel et la représentation de l'eau des terres, c'est-à-dire le lac, le fleuve, les lagunes, la mer, etc. Comme il les représentait, cette observation de phénomènes. Et c'est le temple de l'agriculture. Mais au fur et à mesure, ils ont changé d'avis. Regardez ici les deux structures, une plus ancienne sur la gauche et une plus récente sur la droite. Ça, c'est le nord, sud des habitations de la haute élite, associées avec les cultes de l'agriculture, ou des chamans habités sûrement. Ça, c'est l'ouest et ça, c'est l'ouest. Dans certains moments, ils ont décidé, le chef du gouvernement de Teotihuacan, de couvrir complètement la façade ancienne de l'agriculture. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé d'activité économique. Ils ont refusé, ils ont stoppé l'activité agricole et ils ont dédié le temps,
le maximum à l'activité du commerce. Ils sont devenus commerçants. Et ils sont en français toute la Mésoamérique, en réalité, les Teotihuacans. Plus au sud du Mexique, à 505 kilomètres, nous avons la région de Oaxaca, une région de montagne sismique, où on a une vallée et entourée par des montagnes, des sommets qui s'élèvent à 4000 mètres de haut maximum, mais dans cette vallée, maximum à 3000 mètres, comme vous voyez là. Et ce centre religieux qui s'appelle Monte Albán ou les Zapotèques, un autre groupe qui a commencé à évoluer à partir de 500 avant Jésus-Christ et jusqu'à 800 après Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'ils ont vécu la période pré-classique et post-classique. Et on voit les bâtiments. On parle d'une population indigène de l'époque qui représentait à peine 40 000 habitants, à différence de Teotihuacan, qui dépassait plus de 150 000 habitants, mais ils se communiquaient, ils commerçaient, hein, ils troquaient les produits, utilisant les fèves de cacao comme moyen de valeur. Alors, et les Zapotèques pratiquaient cette déformation de crâne, ils ont refusé la pratique du strabisme, mais ils étaient très croyants et au niveau des connaissances, ils étaient érudits parce qu'ils sont arrivés à développer et un petit peu plus l'écriture, le système d'écriture que les Olmecs avaient commencé, que les Mayas plus tard sont développés encore plus avec l'invention et l'introduction et l'utilisation du numéro 0. Les Zapotèques, dans l'art, se caractérisaient pour produire ce type de urnes funéraires avec des représentations des chefs, des gouverneurs, des chamans, l'animal totémique, le jaguar, les divinités de la pluie, les lunettes énormes, et ils gardaient les centres de l'air de vin parce qu'ils pratiquaient l'incinération. Hein? Une autre façon de visualiser les croyances cosmogoniques religieuses, à différence des autres qui enterraient leurs morts avec le défunt, entouré par des offrandes, des masques, des bijoux, la poterie. Ici, ils mettaient tout, mais le corps de défunt était brûlé, incinéré, et les cendres étaient gardées dans les urnes funéraires. Ils pensaient que comme ça, leurs familles, leurs ancêtres partaient au paradis de cette façon. Hein? C'était la caractéristique des Zapotèques. Les Zapotèques, avec la construction que les architectes réalisaient, dépendaient de l'influence de Teotihuacan avec les talus, les tablis, etc. Ce sont des ruines restaurées depuis les années 20, 30, 40 ou 50 que les archéologues ont bien accéléré pour restaurer les bâtiments. Et en particulier, l'observatoire que nous avons ici, hein, en forme de pointe de flèche, un triangle qui termine ici et qui montre des reliefs des astronomes. Dans l'art, par exemple, la chauve-souris comme divinité puissante, nocturne. Hein. C'est pour cela que les Olmecs se préoccupaient que le soleil, quand il se couchait, risquait de mourir, agressé par une divinité de la nuit. La vie nocturne était occupée par les hiboux et la chauve-souris. Mais en même temps, c'est le côté opposé parce que tout était dual. La dualité était importante pour eux. La vie, la mort, le haut, le bas, le soleil et la lune, le jour et la nuit. Hein? Alors, et ils sont remerciés, ils sont adorés, ils sont réalisés des cultes pour la divinité nocturne et la production de masques de jade magnifiques. Hein. Les jades venaient de l'Amérique centrale, ils emportaient au moins 1500 km de distance. L'aller et le retour pour aller chercher la pierre, sur les dos, c'était un courage énorme. Hein. Et ce n'était pas facile. Les sculptures à droite à gauche, avec ces récipients en argile, avec la stylisation de l'animal, totémique, protecteur, hein, c'est-à-dire que de cette façon, il pensait qu'il pouvait s'approcher de cet animal qui était méchant, qui agressait le soleil, la divinité principale. L'utilisation des coquillages pour composer les dents et les yeux de cet animal, la chauve-souris.
Voilà, nous avons encore ici, et de l'influence olmèque sur la photo à gauche supérieure que nous voyons là, et ici, l'arrivée des Olmecques et la cour du dieu de la balle. La cour du dieu de la balle associée avec le culte du soleil, avec cet renforcement du soleil avec la pratique de sacrifice humain à la fin. On ne sait pas si ce sont les vainqueurs ou les vaincus qui mouraient. Aujourd'hui, nous n'avons pas la preuve parce qu'il n'y a pas une information écrite, mais on a récupéré au moins 1500 cours de jet de la balle sur l'ensemble du territoire de la Mésoamérique. La cour des jeux de la balle existait à ciel ouvert par les Olmèques, et après les autres ont appris à construire des bâtiments avec des murs verticaux, horizontaux, inclinés, avec des marches, avec des décorations, avec des disques, etc. Ils sont évolués au fur et à mesure. Les urnes funéraires et les tombeaux étaient composés aussi par les apothèques, avec des exceptions. Un homme de la haute élite qui était enterré de cette façon avec de la céramique, surtout la production de la poterie noire caractérisée dans cette région. C'est la boue cuite dans le four à 800 1000 degrés de chaleur avec le bois, et la fumée de la combustion du bois a accéléré et donné plus de l'aspect noir de la poterie, et la poterie que le défunt prenait pour aller au paradis. Et les divinités protectrices, comme nous avons ici la peinture à la fresque de ce tombeau, 104 de Monte Albán de 300-400 après Jésus-Christ. Une autre civilisation sur la côte du Golfe du Mexique, les Totonaca de Veracruz, qui pratiquaient la déformation et crânienne entre 600 avant Jésus-Christ et 1300 après Jésus-Christ. Et ici, l'architecture a suivi l'exemple de Teotihuacan avec les talus établis, mais la façon d'encastrer la pierre pour créer un phénomène, un jeu de ombre et lumière. La pyramide 365 niches, la plus élevée de ces sites, est entourée par la broussaille et la végétation dans une zone de chaleur tropicale de la côte du Golfe du Mexique, à l'est du pays, où les locaux avaient l'habitude de pratiquer la déformation de la tête. Ils ont suivi la tradition des Olmèques, mais il était très souriant. La récupération des têtes en argile avec tous ces sourires, ces côtés gais des danseurs. Il voyait les choses de cette façon, bien qu'il réalisait les cultes à la mort, bien sûr, parce que c'était la vie et la mort, le concept de cet équilibre de l'existence. La vie est la première phase de l'existence, la mort était la suite. La position des chefs, le culte de la divinité de la pluie, toujours, la divinité de la pluie, Tahin, dans les langues totonaques, avec les yeux couverts par les lunettes, et les divinités associées avec la fertilité, comme nous voyons à droite, à gauche, symbole de la puissance, de la capacité fertile d'une femme associée avec la terre, comme vous voyez là. Certaines femmes qui se baladaient avec les seins nus, comme ça, et les fameux monstres et les dragons olmèques que toutes les civilisations ont utilisé. Et les sculptures sont magnifiques en argile, comme vous voyez là. Encore, l'atmosphère, la disposition, la distribution des bâtiments, et sur ce site, les archéologues ont récupéré 17 cours de jeu de la balle. C'est un des plus occupés par les jeux de la balle. Il représentait les haches votives, les anneaux et les palmes associés avec les joueurs de jeux de la balle et le culte à la mort, bien évidemment, parce que tout terminait avec la mort, avec les reliefs qu'on voyait. Ce sont des objets d'art en basalte, en pierre calcaire, andésite, hématite, pierre ponce, de tout type de pierres qu'ils utilisaient comme objet funéraire. Et encore une autre vue de la pyramide de 365 niches que vous voyez là,
où ils mettaient des offrandes, de l'encens ou des goudrons du pétrole pour allumer leur bâtiment dans la nuit, et les plateformes au centre devant la pyramide de la Tahine, où ils mettaient les offrandes. Ils dansaient, ils réalisaient des rites de cérémonie sur la place devant le bâtiment principal del Tajín de Totonaca. Dans l'état du Chiapas, les Mayas, au sud du territoire mexicain, vers l'Amérique centrale, le bâtiment massif. Et toujours, les sociétés classiques utilisaient les principes de l'architecture et l'influence de Teotihuacan, les talus et l'établi. Et les complexes de bâtiments, les bâtiments qui étaient tous groupés, ils se concentraient, la haute élite et les bâtiments religieux dans un espace très réduit, mais les peuples, les agriculteurs habitaient tout autour, dans les huttes, dans les maisons en bois qu'ils prenaient de la pousse. Et en particulier, Tonina, dans l'état de Chiapas, c'était un centre religieux qui se caractérisait par les reliefs, surtout la production des disques solaires. Ça, c'est l'intérieur du musée local, que je montre ici. Par ailleurs, ils ont noté la pratique de jeu de la balle, regardez, en architecture, les joueurs, le contraire, parce que le soleil et la lune se battaient, les divinités se battaient dans l'univers, ils devaient se battre et jouer sur terre. Les divinités ou les chefs se laissaient représenter en stèles placées sur la place religieuse devant les bâtiments principaux. Encore fois ici, un chaman maya assis dans la position de lotus qui porte dans ses mains la représentation du dragon Olmeca. C'est le dragon maya, mais c'est la tradition des Olmeca. Et les calculs des calendriers et les disques solaires qu'ils sont créés. Et ces groupes de Mayas de Tonina se battaient avec un autre groupe de Mayas de Palenque. Mais dans l'époque classique, une autre cité en Amérique centrale, au Guatemala, Tikal, la ville plus grande des Mayas. On considère qu'il y avait presque 80 000 habitants dans un espace d'une cinquantaine de kilomètres carrés, dans la broussaille, dans la forêt basse de la savane nord-est de Guatemala. Et surtout les bâtiments très élevés, 62 mètres de haut, sur cette pyramide avec la crête décorative, avec des divinités, le soleil, la pluie, la mort, et la chambre pour pratiquer les rites et les grandes Xalachouiniques, le chef de cette cité maya de l'époque classique, comme je le marque, entre 200 et 900 après Jésus-Christ, avait l'habitude de pratiquer des cérémonies et la place religieuse, les stèles. La haute élite habitait ici. La polychromie existait, mais la chose plus importante, c'est l'architecture, les talus et les tablis. Ces murs inclinés et ces murs verticaux qui étaient utilisés tout le temps parce que c'était Teotihuacan. Par ailleurs, les archéologues mexicains de l'Institut national d'anthropologie ont prouvé qu'une partie de la haute élite de Tikal, du Guatemala, habitait à Teotihuacan. Les Totonaca de la côte du Golfe du Mexique habitaient à Teotihuacan, c'est-à-dire que Teotihuacan avait une importance très élevée, très remarquable, et surtout du point de vue des concentrations de richesses, surtout dans l'apothéose du commerce. C'est-à-dire qu'à Teotihuacan, beaucoup de langues étaient parlées, parce que c'était le centre du commerce. On imagine la ville urbanisée de plus de 150 000 habitants et les autres cités qui dépendaient du commerce de Teotihuacan. Mais les Mayas de Tikal, dans l'époque classique, regardez comment ils travaillaient d'une manière extraordinaire les stèles avec des inscriptions, avec des silhouettes de chefs assis en position de lotus, représentant un événement historique, un mariage, succession du pouvoir, l'enterrement, la mort, la naissance et l'observation astronomique, les divinités qui décoraient le récipient en argile, comme la divinité de la pluie, la divinité de la mort, et les silhouettes des personnages sur les stèles,
ou en argile, en miniature, polychromée, comme vous voyez, et la représentation des chefs de Khalajweni, surtout bien habillés avec tous ces bijoux en jade, jadéite, symbole de la terre, de la pluie, de l'agriculture, et l'habillement des Mayas avec les bijoux, les bracelets, les anneaux, les boucles d'oreilles, les boucles de nez. Les Mayas pratiquaient la modification crânienne, faciale, l'estrabisme, les tatouages, la peinture corporelle, etc. Et les masques, surtout, regardez le masque magnifique en jade avec du maïs. Et encore une autre fois, c'est le symbole stylisé de croix, la croix millénaire olmèque, des orientations et les directions de l'univers, comme vous voyez. Et le masque, le personnage aussi, décoré avec la tête d'un oiseau, un perroquet, associé avec le soleil. Les yeux en coquillage, en obsidienne, et les dents et les lèvres en coquillage. Et le travail du bois, l'acajou, le pin, les cèdres, les gommiers, les capoquiers taillés d'une manière extraordinaire. Et au niveau de l'épigraphie, les Mayas étaient les meilleurs, les plus évolués. Et ils ont noté énormément de choses, des matériaux périssables qui disparaissent facilement, mais les archéologues mexicains étrangers ont eu la chance de trouver un morceau de bois avec des inscriptions, hein, de l'écriture maya, et aussi la silhouette de personnages de haut pouvoir, et les stèles associées avec la mythologie, parce que les Mayas croyaient que les dieux se sont sacrifiés pour créer l'humanité, utilisant le maïs. C'est pour cela que les Mayas sont considérés comme le peuple du maïs. Les Huastèques, un groupe militaire très belliqueux, hein, de la côte du Golfe du Méxique par ailleurs, et plusieurs États comme l'État de Hidalgo, et San Luis Potosí, et Veracruz, et l'intersection de cet État sur la côte du Golfe du Mexique dans une région de montagnes et de plaines et de forêts tropicales, ils se sont installés là. Par ailleurs, c'était l'unique peuplade de le Mexique ancestral qui avait l'habitude de se balader complètement nus. Les Espagnols, quand ils sont arrivés au XVIe siècle, au début du XVIe siècle, ils se sont impressionnés de voir tous nus. Bien qu'ils avaient de l'arbre capoquet pour obtenir la fibre pour travailler les cotons, non, ils les portaient pour les cérémonies, mais dans la vie quotidienne, tous nus. Tous comme ça. Alors là, les bâtiments massifs où ils continuent avec l'utilisation de la tradition de l'architecture de Teotihuacan et Olmeco, les centres religieux, voilà, où ils pratiquaient les différentes cérémonies, comme nous l'appelons Tamuín, Castillo de Teayo et Tantoc. Et voilà, l'art des Huastèques, ils pratiquaient la déformation crânienne, ils avaient des descendants mayas. En fait, à l'époque des Olmecos, ils se sont séparés parce que les Olmecos, ils les sont déterrés, ils les sont expulsés. Pendant l'expansion culturelle des Olmecos, une partie des familles mayas était séparée, isolée, et ils se sont adaptés à notre environnement. Et ils ont perdu les contacts avec la culture maya, parce que les Olmecos sont mis leur gouvernement, leur puissance, et ces groupes de Huastèques d'origine maya jamais a pu récupérer leurs ancêtres, malheureusement. Mais ils sont évolués. Et regardez comment ils ont manifesté leur talent dans l'art avec des sculptures plates, hein, toujours nues, avec des coiffures, avec la coiffe pour représenter la haute élite, associée avec la fertilité, et surtout des femmes, les femmes qui se touchent le ventre, symbole de la fertilité. Hein. Ici, le symbole du soleil, le symbole du sacrifice, c'est un chef avec le casque conique. Et ici, il pratiquait les tatouages, la scarification comme les Olmecos et les Mayas, hein, la poterie qu'il fabriquait, blanche, avec des décorations, avec des lignes marron ou noires sur le fond blanc, le jour de la valve, et surtout les travaux fantastiques en coquillage, parce que comme ils habitaient près de la mer, c'était facile d'obtenir la matière primaire,
le coquillage est travaillé d'une manière extraordinaire pour faire des silhouettes des divinités de la pluie ou du soleil. Et c'est un pectoral porté par un chef de la haute élite ou l'instrument des musiciens pour accompagner les rites avec les danses et la musique et les bracelets que vous voyez là. C'était des fabricants de bijoux en coquillage, très, très spécialisés dans ce type d'art. Les Mixtèques, un autre groupe militaire dans le sud du Mexique, dans l'état de Oaxaca. Et ils sont devenus très belliqueux, très armés, très puissants. Et c'est eux qui ont inventé, vers 1000 ans après Jésus-Christ, la métallurgie. L'or, l'argent, le cuivre, le temps et la tombarre, les alliations, ils ont construit un centre religieux qui s'appelle Mitla, entre 1000 ans et 1500 après Jésus-Christ, dominé par les Aztèques à l'époque de l'arrivée de ce groupe militaire appelé les Aztèques au Mexique. Et vous voyez, ces architectes de Mitla, les Mixtèques se caractérisaient pour encastrer les pierres pour former des grecs, des dessins décoratifs sur le mur à l'extérieur ou à l'intérieur, dans les couloirs des habitations des Mixtèques, associés avec les appels de la pluie, associés avec le soleil, associés avec l'agriculture. Et ceux qui ont travaillé d'une manière extraordinaire, les sculptures en argile, en pierre, les encensoirs, et les divinités et la métallurgie, utilisant des techniques sophistiquées comme la filigrane, le martelage à froid, la cire perdue, la soudure, etc., pour obtenir cette qualité des bijoux. L'or était considéré comme l'excrément du soleil, l'argent était considéré comme l'excrément de la lune. Et c'était les potiers des Mixtèques, à Mitla, qui produisait la poterie d'une manière extraordinaire, polychrome, en forme de codex d'écriture, l'écriture mixtèque. Et ils ont raconté énormément de choses intéressantes associées avec l'astronomie, avec l'architecture, les systèmes mathématiques, de géométrie, des calendriers, etc., avec une polychromie fantastique, un polissage obtenu d'une manière extraordinaire, comme vous voyez là, les pots, tripodes, des fois décorés avec des animaux et des oiseaux totémiques, comme dans le cas du colibri, symbole du soleil, comme vous le voyez ici. Les Mixtèques étaient très doués pour les bijoux. Regardez les travaux fantastiques des disques solaires ou de reptiles de serpents, des serpents à sonnettes décorés, et l'argile avec des mosaïques de turquoise. La turquoise venait d'Arizona, des Arido-Amériques, du nord du continent. Et regardez la combinaison et la beauté qu'il réalisait avec la turquoise et l'or. Le carapace des tortues, considéré comme un instrument de percussion, qui formait aussi les colliers, les pectoraux, ou les oiseaux, en particulier l'aigle et le perroquet, symbole du soleil. Ce sont des bijoux de la haute élite de ce groupe mixtèque qui a accepté la pratique de la déformation de la tête aussi. Ils ont refusé la pratique de l'esclavisme, par ailleurs. En 1936, un archéologue mexicain originaire de la région, Alphonse Casa, a découvert le tombeau numéro 7 et il a découvert un trésor. On peut dire, au Mexique, on se sent très fier qu'on peut comparer le trésor de Toutankhamon avec notre tombeau numéro 7. Les Mixtèques qui habitaient à la montagne de Oaxaca sont descendus pour réoccuper les centres et les sites de Monte Alban. C'est-à-dire que ce groupe belliqueux avait décidé d'occuper le lieu d'origine des Zapotèques. Mais ils connaissaient la métallurgie. Alors, regardez la quantité de bijoux. 7 kilos d'or, argent, cuivre, et les combinaisons de métaux, les alliages de métaux. Et en particulier, les Mixtèques avaient l'habitude d'enterrer leurs morts avec la décoration des mosaïques de turquoise, comme vous voyez là, dans le cas de ce personnage qui est mort à l'âge de 70 ans, à l'époque de 1200 après Jésus-Christ.
mais ils ont réutilisé les mêmes tombeaux à Montalban. Regardez la beauté, la qualité, l'élégance des bijoux de ces personnages. C'est l'unique cas que nous avons dans l'archéologie mexicaine. Et ce trésor est exposé dans un musée régional de la ville de Oaxaca, au sud du territoire mexicain. Comme vous voyez, de tout que vous voyez là. Hein? C'est-à-dire que c'est pour cela qu'on compare cette découverte avec les trésors de Toutankhamon chez nous. Les Mayas de l'époque classique, comme vous voyez là, Mayapan, après la chute de Chichen Itza, les Mayas se sont réfugiés au nord de la péninsule de Yucatan, ils ont construit un observatoire astronomique en miniature et les temple de Kukulkan, les serpents à plumes, où les astronomes de Mayapan, à cette époque militaire, et de 900 à 1300 après Jésus-Christ, ils observent le même phénomène sur la façade nord de ce bâtiment avec la silhouette de serpent à plumes, Kukulkan avec la formation des triangles isocèles, de yeux d'ombre et lumière, mais dans ces cas-là, ce n'est pas l'équinoxe de printemps comme à Chichen Itza. Ici, c'est le solstice d'hiver. C'est la preuve de la connaissance d'une rotation et une translation de la Terre. Mais ces militaires de Mayapan se caractérisaient pour produire ce type de urnes funéraires avec la représentation de la divinité de la pluie. Ce sont des encensoirs magnifiques, polychromés, avec une beauté unique, qui mesure entre 1 mètre et demi de haut. Le plus petit, 80 cm, c'est l'exception. Et que, comme vous voyez, le personnage avec le masque, avec le nez très, très long, symbole de l'appel de la pluie pour arroser les parcelles de culture de maïs, de haricots, de piment, de citrouilles, etc., comme vous voyez là. Et à l'occident du pays, les Tarasques, un groupe militaire jamais conquis par les Aztèques. C'est l'unique groupe qui a pu défendre sa région de l'époque post-classique 1000 et 1500 après Jésus-Christ. Le site s'appelle Tzintzuntzan, à côté d'un lac que je montre dans la photo. Et ils étaient des artistes aussi parce qu'ils produisaient, à part le travail de la pierre, la divinité de sacrifice humain, Chacmol, la poterie marron avec de décorations en blanc, et d'autres groupes à l'occident du pays appelés Chupicuaro à Guanajuato et Colima, à l'occident du pays. Et le peuple de Chupicuaro avait l'habitude de produire ce type de femmes avec l'ange très développé, l'ange très, très, très marqué, avec des dessins géométriques au symbole de la fertilité. Et c'est l'unique groupe à l'occident du pays qui a pu décorer les coquillages d'une manière extraordinaire, à différence des Huastèques de la côte du Golfe du Mexique. Et Colima, à l'occident du pays, en phase pacifique, les sculptures associées avec la fertilité et la domestication de deux types de chiens, Xoloitzcuintle et Ixcuintle. Xoloitzcuintle était un chien bien nourri, très petit, consommé parce qu'il les mangeait. Et l'autre à côté, qui s'appelle le Xoloitzcuintle, qui existe encore, c'est une race 100% d'origine mexicaine, sans poil. Et cette culture s'amusait pendant la cérémonie associée avec le rite de divinité, avec des sculptures des chiens en position dansante, comme vous voyez là, de cette façon. Et presque pour finir, le groupe des Toltecs militaires du plateau central qui prennent le pouvoir aux alentours de Mexico avec le site de Tula, avec des cariatides, avec l'association de la divinité de l'étoile du berger, et qu'il voyait à l'est et l'ouest. Voilà, c'est un groupe belliqueux militaire qui a contrôlé la politique, la religion, et regardez l'art qu'ils ont produit. Une poterie magnifique polychrome. Ils ont utilisé le pour décorer la surface de la poterie, et les Aztèques ont appris de cette population. Ils parlaient nahuatl. C'est le groupe de Chichimeques qui commençait à occuper le plateau central. On parle à ce moment-là du début des groupes agressifs militaires, les guerriers qui prennent le pouvoir, et le travail artistique et un coquillage
pour faire une espèce de poncho de la haute élite d'un chef militaire avec le sceptre de commandement que les archéologues ont récupéré, et la tête d'un coyote, parce qu'il avait une classification de guerriers, aigle, jaguar, coyote, lapin, cerf, etc., avec la tête d'un personnage qui sort de la gueule du coyote, et la polychromie, et la poterie, comme vous le voyez ici aussi, très élégante, en forme de boule des Toltecs. Et les temples des Toltecs. Ce site se trouve à 130 km au nord-ouest de la ville de Mexico, au Mexique. Et pour finir, dans quelques instants, nous avons ces photos de la ville de Mexico, Mexico Tenochtitlan, un groupe militaire qui a duré 202 siècles, qui arrive à fonder une ville avec des jardins flottants qui s'installent. Au début, ils ont souffert beaucoup, ils ont marché beaucoup, mais finalement, ils s'installent à partir de 1325 jusqu'en 1721, jusqu'à l'arrivée des Espagnols. On l'appelle el Templo Mayor, avec les marchés. Nous avons ces ruines dans le cœur de la ville de Mexico, d'où je suis originaire. Ils avaient l'habitude de concentrer énormément de peuplades. On parle de 200 000 habitants dans la vallée de Mexico. Et la puissance militaire qu'ils avaient, les Aztèques. Les Aztèques, pendant 202 siècles, avec un système militaire, avec une agressivité, avec une puissance importante, ils sont arrivés à contrôler, à conquérir la plupart du territoire de la Mésoamérique, nord, sud, est, l'ouest, jusqu'à l'Amérique centrale. Le thème que je vais traiter pour la prochaine fois, le 31 mai, sera destiné pour les Aztèques, qu'on l'appelle Aztèques parce qu'ils venaient du rayon Aztlán, le lieu de Héron Blanc, un lieu mythique qu'on ne connaît pas, et on l'appelle Mexica parce qu'ils ont fondé la ville de Mexico Tenochtitlan que je montre ici, où nous savons pas mal de choses. Et pour finir, voilà l'art des Aztèques, caractérisé par cette organisation militaire, l'aigle guerrier jaguar, la pierre du soleil, appelée normalement comme les calendriers aztèques que je vais expliquer la prochaine fois avec plus de détails. Et voilà, les reliefs que nous avons de ce groupe militaire. Ici, on voit comment un guerrier aztèque est en train de prendre les cheveux d'un ennemi pour le soumettre et pouvoir imposer le système militaire des Aztèques. Et les Aztèques profitaient de réclamer des tribus payées par les autres pendant 200 ans. Le militarisme, la puissance et l'organisation sociale, économique, politique, religieuse que les militaires que les Aztèques avaient. Et comme tous avaient des calendriers solaires, lunaires et vénusiens, avec des calculs en général, tous observaient les astres, tous possédaient la même connaissance. Ils se sont formés tous à partir des Olmèques, qui ont commencé avec la diffusion de la culture, la connaissance, qui arrive jusqu'à l'époque des Aztèques. Et l'observation de l'étoile du Berger, quand on la voit, quand on ne la voit pas, quand elle est présente, quand elle disparaît, et voilà, tout ça pour dire que les astronomes de cette civilisation précolombienne de tous, observaient les macro et les microcosmos. Ils sont arrivés à observer les constellations, à étudier parfaitement. Et pour finir, voilà une photo du musée national où on a une quantité importante d'objets d'archéologie au rez-de-chaussée, ethnographie au premier étage. Un musée qui fut ouvert en 1964 par ailleurs. Le ex-président français Charles de Gaulle fut invité par le président mexicain le 17 septembre de 1964 pour participer dans l'inauguration de notre maison de la culture, le musée plus grand du Mexique, le plus grand de l'Amérique latine, et c'est un musée, un des plus beaux en archéologie et un des plus grands musées en archéologie du monde.